Dès que j'ai des occasions d'aller dans le vignoble, de rencontrer des vignerons et des figures du vin, c'est toujours plein de surprises et c'est un émerveillement permanent. Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépage, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes 3 copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Ideal Wine fait désormais partie du paysage viticole depuis 25 ans. C'est pour retracer cette belle aventure entrepreneuriale que j'ai accepté leur proposition de partenariat autour d'une interview avec Angélique de Langzin. Cofondatrice de l'entreprise avec Cyril Jauman et Lionel Cuenca en 2000, elle a su, avec ses associés, faire de cette PME une référence mondiale des enchères en ligne et de la vente de vin. Alors accrochez-vous, car il est l'heure de remonter le temps avec Angélique et de parler de fixation des prix, de tendance de marché et surtout de passion pour le vin. Bonjour Angélique de Langzin. Bonjour Romain. Merci de m'accueillir à Paris pour cette interview. Tu es la cofondatrice d'Ideal Wine, c'est pour ça qu'on est à Paris aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc effectivement, je suis cofondatrice d'un site qui a été créé en 2000. Je travaillais précédemment à la Bourse de Paris et c'est là que j'ai rencontré mes 2 associés, Cyril Jauman, président d'Ideal Wine, et Lionel Cuenca, qui est directeur général comme moi. Donc, que te dire de plus ? Ça fait 25 ans aujourd'hui que j'évolue dans cet univers du vin qui me passionne. Et dont je suis avec vraiment beaucoup d'intérêt les évolutions. Comment t'es tombée dans le vin, justement ? Tomber dans le vin. C'est un peu comme tomber amoureux, j'ai l'impression. C'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est plus un intérêt très fort pour la gastronomie et tout ce qui l'entoure, qui m'a amené à m'intéresser. Et puis aussi cet énervement que j'avais de ne pas savoir décrypter une carte des vins dans un restaurant, qui m'a amené à y faire un petit peu plus attention. Et également des racines familiales très, très proches du vin, très, très amoureuses du vin aussi, qui ont fait qu'il y a toujours eu de jolies bouteilles à notre table familiale. Et donc progressivement, ça m'a amené à m'y pencher et m'y intéresser de plus près. Tu peux nous en parler un peu plus de ces racines familiales, s'il te plaît ? Qu'est-ce que tu avais l'habitude de boire ou à quoi tu étais élevé ? J'avais un père très amateur de Bordeaux, et donc c'est particulièrement de Pauillac, ce qui m'a effectivement amené à goûter de jolies bouteilles sans vraiment le savoir. Mais enfin, le vin qui était fréquemment à notre table pouvait être des bouteilles de Château Lingebage ou Château Carbonieux aussi à Pessac-Léognan. Voilà, ça faisait partie des étiquettes que je connaissais bien, avec un prisme aussi bourguignon qui n'était pas nul à notre table familiale. Et puis après, j'ai épousé un Langzin et donc je porte un nom qui est très connu dans le vignoble aussi, puisque j'ai une tante qui est une grande, grande figure du vin, puisqu'elle a été propriétaire du château Pichon-Longueville, comtesse de Lalande. Et elle m'a toujours suivie de près et accompagnée dans les développements d'Ideal Wine, dont elle a d'ailleurs été pendant un temps actionnaire. Et donc c'est un exemple d'ambassadeur non seulement de Bordeaux, mais d'une manière générale du vin français que je trouve très inspirant. Alors, je vais profiter qu'on soit tous les deux aujourd'hui pour parler de l'aventure d'Ideal Wine et puis pour profiter de ton œil avisé sur les tendances de marché. Mais commençons par l'aventure Ideal Wine, si tu veux bien. Il fallait avoir du nez quand même en 2000 pour lancer ce site-là. C'est une aventure entrepreneuriale assez importante, une grosse réussite dans le monde du vin aujourd'hui. Comment est-ce que l'idée vous est venue et comment est-ce que vous vous êtes dit, avec tes 2 associés, c'est parti, on se lance ?
Alors, il fallait avoir du nez ou une certaine inconscience pour se lancer à l'époque dans ces projets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Bourse de Paris, où nous travaillons, Cyril Lionel et moi, nous travaillons plus particulièrement sur un segment absolument passionnant qui s'appelait le nouveau marché à l'époque et qui accueillait les entreprises de croissance, celles qui venaient chercher des fonds pour se développer. Et parmi toutes ces sociétés, beaucoup avaient des projets qui tournaient autour d'Internet et de cette nouvelle frontière que un petit peu tout le monde, il y avait un momentum à l'époque qui incitait tout le monde à aller explorer cette nouvelle frontière que constituait Internet. Excuse-moi de te couper, c'est ce qu'on a appelé un petit peu plus tard la bulle Internet. C'est ça que tu as connu de près? C'est sûr. Oui, il y a une bulle qui d'ailleurs a explosé à peu près au moment où nous avons créé la société, puisqu'elle a explosé en avril 2000 et nous avons créé Ideal Wine en mai. Donc, vous voyez, un sens du timing assez, assez intéressant, qui a rendu l'exercice particulièrement ardu, puisque en fait, à partir du retournement de cette bulle, il a été pratiquement impossible de trouver des fonds pour se développer. Donc, il a fallu le faire avec nos propres moyens et nos idées et beaucoup de travail et de persévérance et de résilience dans un environnement qui, en réalité, était devenu très adverse. Donc l'idée, finalement, elle a constitué au départ à transposer ce que nous connaissions du fonctionnement de la Bourse de Paris à la création d'une bourse des vins. Puisque si tu y regardes d'un petit peu près, Ideal Wine, c'est une plateforme sur laquelle on peut, comme à la bourse, acheter, revendre, valoriser, suivre d'un point de vue patrimonial une cave et sa valeur dans le temps. Et pour ce faire, une de nos idées de départ, ça a été de créer un référent, une cote, donner un prix au vin. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, ça paraît, peut-être avec 25 ans de recul, ça paraît peut-être facile de trouver le prix d'un vin, mais il faut bien se souvenir qu'en 2000, il n'y avait pratiquement aucun outil. Tu ressortais une bouteille de ta cave, une bouteille un peu ancienne, il était pratiquement impossible d'en connaître sa valeur. Donc nous, il nous a semblé nécessaire de commencer, comme à la bourse, par créer une cote, enfin savoir combien vaut une bouteille, avant même de se décider à l'acheter ou éventuellement de la revendre. Et cette cote, nous l'avons créée à partir de tous les résultats de ventes aux enchères que nous sommes allés retrouver, puisque les ventes aux enchères sont des ventes publiques, avec des publications de résultats. Et donc tous les résultats que nous avons retrouvés depuis 1992. Et là a commencé un travail de fourmis de fourmis pour créer cette antériorité de la cote des vins qui continue aujourd'hui quotidiennement à être enrichie par des nouveaux résultats d'enchères et qui permettent de retracer l'évolution de ces cours. Alors, c'est un bon sujet là que tu lances, parce que je sais que parfois chez les amateurs, il y a des questions qui sont posées ou des incompréhensions qui se font sur le calcul de la cote et comment est-ce que elle est déterminée. Aujourd'hui, donc, c'est à la fois déterminé sur vos ventes à vous en enchères, mais également sur des résultats d'enchères, j'imagine en France et dans le monde, dans des grandes maisons, Sotheby's, Arcurial, Baghera et ainsi de suite. Alors, au départ, Ideal Wine n'étant rien, n'ayant pas de base de cotation, nous sommes partis effectivement des résultats des ventes aux enchères qui se déroulaient dans les différentes salles et progressivement en resserrant effectivement le prisme autour des maisons qui travaillaient de la façon la plus sérieuse pour avoir une cote qui soit réellement fiable. Parce que forcément, le prix d'un vin, il va être impacté par les conditions de conservation et l'état de la bouteille au moment où il arrive sur le marché secondaire. Donc quand les travaux d'expertise ont permis de bien déterminer un état de conservation
satisfaisant, là, le prix du vin, on peut considérer c'est le bon prix à ce moment-là. Donc, oui, nous avons longtemps exploité et suivi de très près les ventes aux enchères que d'ailleurs nous reprenions et nous proposions à nos clients sur le site d'Ideal Wine. Et progressivement est arrivé, avec la réforme de la profession de commissaire-priseur qui a permis aux études de tenir leur vente aux enchères à distance par voie électronique à partir de 2002-2003, nous avons lancé nos propres ventes en proposant à nos clients qui le souhaitaient de revendre certaines de leurs bouteilles. Et ça a très bien fonctionné. On a été assez pionniers dans l'organisation de ces ventes digitales. Et à aujourd'hui, sur le marché français, pratiquement une bouteille sur 3 qui passe aux enchères en France passe sous notre marteau. Ce qui nous crée un volume de vente qui est suffisamment significatif pour nous permettre d'établir une cote qui résulte uniquement de nos propres résultats, à la fois par la profondeur de ce qui est adjugé sur Ideal Wine, c'est-à-dire qu'on a un volume qui est très significatif. L'année dernière, il y a eu plus de 260 000 bouteilles qui sont passées sous le marteau d'Ideal Wine. Donc la profondeur, mais également la variété, parce que ça, c'était également un prisme très fort d'Ideal Wine, qui a été de ne pas nous limiter, comme un certain nombre de très grandes maisons de vente et très renommées, et qui le font très bien, ce travail d'adjuger des bouteilles d'un nombre limité de domaines les plus importants, les plus renommés, les plus connus. Nous, notre prisme, ça a été au contraire d'élargir le spectre et de permettre à des vignobles jusque-là complètement ignorés des enchères d'arriver sur ce marché secondaire et donc d'obtenir une cotation. Au fil du temps, qu'est-ce qui a fait que les vendeurs, ils ont préféré se tourner vers vous que vers des maisons avec potentiellement une antériorité plus importante? Pour faire simple, c'est quoi votre avantage concurrentiel par rapport aux autres? Alors les vendeurs continuent à se tourner vers d'autres maisons. Nous n'avons pas conquis 100% du marché. Non, mais tu viens de dire un tiers. Ça paraît quand même considérable. Oui. Ouais. Alors, plusieurs atouts. Déjà, je pense que le principal, c'est le fait que chez Ideal Wine, on ne vend que du vin. C'est 100%, c'est à 100% notre spécialité. Et ça, pour un collectionneur, un amateur de vin, c'est un atout considérable de s'adresser à une société tout entière dédiée à la promotion et à la mise en avant d'un produit, et pas comme dans de grandes maisons extrêmement réputées, où la cave représente finalement une toute petite partie de ce que l'amateur vend. Pour une grande maison internationale, il est infiniment plus intéressant de vendre un tableau impressionniste qui va valoir plusieurs dizaines de millions d'euros plutôt que d'aller s'échiner à expertiser une à une des centaines, voire des milliers de bouteilles qui peuvent se trouver dans la cave de l'amateur qui a dans son salon l'impressionniste et dans sa cave de très belles bouteilles. Donc la maison internationale très renommée va effectivement se cantonner à ce que je disais précédemment, les étiquettes les plus reconnues, si possible dans une caisse bois de 12 parce qu'on va avoir des lots plus importants et on va limiter le temps que l'on va consacrer à l'expertise et au traitement de chacun des lots qui composent la cave. Chez Ideal Wine, on a pris encore une fois, un parti pris complètement inverse parce que ces maisons font ce travail très bien et depuis des décennies, voire des siècles pour certaines d'entre elles. Donc, l'avantage concurrentiel, pour nous, il était nul. Donc, on a pris le parti pris de se dire, quand un amateur vient à nous avec certes quelques très belles bouteilles ultra connues, mais aussi des vins qui parfois sont pour nous des découvertes, on va pas les exclure. Au contraire, on se dit, si cet amateur-là, qui est très connaisseur, parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec ce marché des enchères, c'est qu'on a affaire à un marché de grands amateurs très, très pointus, si cette personne a détecté avant tout le monde un vigneron talentueux, on ne va pas lui interdire l'accès à ce marché secondaire et au contraire, on va accepter ces bouteilles-là, issues parfois de vignobles très confidentiels,
et on va les intégrer dans nos catalogues pour qu'elles soient proposées au plus grand nombre. Et on va s'apercevoir que ces bouteilles sont recherchées par d'autres amateurs tout aussi pointus, bien plus connaisseurs que nous-mêmes. Et donc, on va donner à ces bouteilles, et ce faisant aux vignerons, la possibilité d'accéder à une notoriété plus importante au travers de ce marché secondaire. Vous avez pensé à vous diversifier à un moment, ou vous avez toujours gardé cette ligne de conduite, le vin? Oui, alors il y a une diversification qui s'est opérée, alors elle est très proche, mais en 2020, nous avons lancé conjointement, en partenariat avec la Maison du Whisky, un site d'enchères de spiritueux qui s'appelle Fine Spirits Auction, qui organise 8 ventes par an de grands spiritueux rares et de collection. Et ça, c'est une diversification qui a beaucoup de succès, puisque le monde des spiritueux est aussi un monde de collectionneurs. Mais vous n'avez jamais songé à vous lancer sur l'art ou d'autres types d'objets qui pourraient être vendus en enchères, aux enchères, pardon. Disons que ça a été déjà un énorme... tu parlais du fait d'être pionnier au moment du lancement d'Ideal Wine, et c'est vrai que il faut se rappeler que Internet était vraiment balbutiant au moment où la société a été lancée. Les gens avaient des inquiétudes, même quant à laisser sa trace de carte bancaire sur Internet. Donc il a fallu créer déjà, habituer les esprits à l'idée d'acheter ou de vendre du vin, et sachant que le vin, c'est un produit qui est très particulier, c'est un produit qui est vivant, c'est un produit qui est fragile, c'est un produit qui est lourd à expédier, donc qui cumule déjà un certain nombre. Et en plus de ça, pour traverser les frontières, c'est un pays qui est soumis à des régulations et des taxes et des formalités administratives qui sont propres à chaque pays destinataire et qui créent des difficultés bien supérieures à celles de n'importe quel autre produit. Donc il a fallu déjà développer tout ça. Aujourd'hui, oui, le système il est très efficient et il nous permet de vendre du vin dans plus de 60 pays aujourd'hui, ce qui est très important, et il est duplicable. Mais disons qu'aujourd'hui, on a consacré toutes nos forces à déjà bien comprendre toutes les spécificités, les subtilités de ce marché, et pourquoi pas demain le dupliquer, mais ça a déjà été beaucoup d'énergie de bien rentrer dans tous les arcanes de ce marché très spécifique. Tu as abordé un point qui me semble essentiel, c'est l'expertise sur les bouteilles. Quand on regarde par exemple le monde de l'art, il y a parfois des gens qui disent en fait quand on achète un tableau ou une statue, ce qu'on achète c'est pas tellement la statue, c'est le certificat qui va avec d'authenticité. En quoi est-ce qu'elle consiste cette expertise des bouteilles que vous faites, et comment est-ce que vous vous y prenez? Nous avons une équipe qui est extrêmement talentueuse d'une douzaine de personnes qui ont souvent œuvré déjà en tant que cavistes. Alors, ils sont tous déjà passionnés de vin à la base, et donc très, très connaisseurs, avec des connaissances qui sont très vastes dans l'univers du vin. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui est effectivement différenciant et extrêmement important, c'est que ça fait donc 25 ans que nous photographions des bouteilles et que nous les analysons de près. Et ça veut dire que nous avons une banque d'images de toutes les bouteilles qui sont passées sous nos mains et sous notre expertise, qui est absolument unique au monde aujourd'hui et qui nous permet... qui nous sert de référence en fait pour tous les experts qui analysent les bouteilles, pour savoir, parce que les bouteilles de vin, elles semblent un petit peu identiques d'une année à l'autre, mais en réalité, les propriétés y apportent des changements parfois mineurs, parfois invisibles ou presque invisibles sur l'étiquette, sur des gravures sur la bouteille, enfin des moyens effectivement de garantir l'authenticité de la bouteille que nous suivons de très près et qui nous permettent de détecter d'éventuels faux. Donc ça c'est un point de différenciation qui est absolument formidable, dans lequel il va falloir maintenant intégrer de l'IA pour accélérer encore ce process, et ça c'est encore un nouveau développement à venir, mais en tout cas
ne serait-ce qu'avec nos ressources humaines déjà, on a cette capacité à nous référer à une banque d'images absolument incroyable. Et nous y avons ajouté un point, parce que tout ce travail qui est fait pour les bouteilles, il est disponible sur le catalogue en ligne au moment où la bouteille va être achetée. Et ensuite, ce qui nous frustrait, c'est que toute cette expertise disparaissait une fois que la bouteille partait chez l'amateur. Et donc nous avons décidé, pour renforcer ce caractère d'expertise qu'Ideal Wine apporte aux bouteilles d'une valeur la plus élevée, d'y ajouter une dimension supplémentaire d'authentification qui s'appelle Winedex, en fait, qui est un document d'expertise supplémentaire qui est posé, un stick qui est posé sur la bouteille, qui permet, en étant scanné, d'aller rechercher toutes les informations d'expertise qui elles-mêmes sont stockées dans la blockchain, donc qui sont infalsifiables. Et donc si une personne avait l'idée de retirer le stick pour le poser sur une autre bouteille, toutes ces informations sont automatiquement détruites. Voilà. Donc là, il y a vraiment une authentification et ça se fait sur les bouteilles qui sont d'une valeur supérieure à 500 €. Elles sont systématiquement revêtues de cette garantie supplémentaire. Alors ça arrive, j'imagine qu'on vous propose des faux. Ça arrive aussi qu'on vous propose, je pense, des bouteilles qui sont dans un état de conservation insuffisant. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là dans les deux cas différents ? Alors, il nous arrive effectivement d'avoir des faux, mais compte tenu aujourd'hui l'importance que nous consacrons à l'expertise et la façon dont nous en parlons, une personne qui sait avoir un faux dans sa cave, a priori, ne va pas tenter sa chance chez nous pour la revendre. Donc, il nous arrive d'avoir des faux que l'amateur a acheté à son corps défendant sans avoir nécessairement la conscience qu'il était en train d'acheter une bouteille qui n'était pas authentique. Donc ça nous arrive, évidemment, elles sont identifiées, refusées. Pour les bouteilles qui présentent un état de conservation insuffisant, c'est pareil. En fait, nous expliquons aux vendeurs que la bouteille ne peut pas être proposée au travers d'Ideal Wine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur marchande, mais notamment par rapport au fait que toutes les bouteilles sont destinées à être expédiées aux amateurs qui ont acheté dans les ventes, et elles peuvent être expédiées très loin. Nous ne pouvons pas prendre le risque sur des bouteilles en mauvais état de conservation de les proposer aux enchères. Donc elles sont l'amateur vient les rechercher ou certains les abandonnent, ce qui est parfois un peu dommage, mais en tout cas elles ne sont pas quand elles ne peuvent pas être quand elles ne sont pas en bon état de conservation, elles ne peuvent pas être vendues au travers d'Ideal Wine. Ça ne veut pas dire que toutes les bouteilles qui présentent par exemple des niveaux relativement bas, enfin assez bas, parce que les vins sont anciens, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas les vendre. Ça veut dire que l'estimation va être baissée par rapport à ce que devrait être le prix de cette bouteille, si elle est encore susceptible d'être expédiée derrière. Alors tu l'as dit, ça fait 25 ans que vous existez. Est-ce que vous prévoyez pour cette année des célébrations particulières ? J'aimerais bien. L'année, la conjoncture économique a fait que les 2 dernières années ont été assez adverses. Après une année 2022 qui, elle, avait été une année record. C'était vraiment une année d'envolée, parfois un petit peu étonnante et je ne sais pas si on peut dire inconsidérée, mais en tout cas très forte sur les prix. 2023 et 2024 ont été des années beaucoup plus difficiles, beaucoup plus... en 2023, les amateurs ont eu tendance ceux qui étaient en possession de bouteilles les plus chères, ont eu tendance à les retenir en se disant la conjoncture est moins bonne. Attendons des jours meilleurs pour les ventes. Ça a été valable pour le vin, ça a été valable encore plus pour les spiritueux. L'an dernier, je dirais que
certains d'entre eux se sont rendus peut-être à une certaine forme de raison en se disant oui, les prix ne sont peut-être pas au plus haut, mais malgré tout, par rapport à ce qu'étaient ces prix quand j'ai acquis ces vins au domaine, la valorisation est tout de même très favorable. Donc, je vais vendre tout de même une partie de mes vins. Certains amateurs ont besoin sans doute de liquidité, peut-être pour acheter d'autres choses ou pour faire d'autres dépenses. Et donc, les volumes sont repartis à la hausse, notamment sur des très, très belles étiquettes, ce qui avait été moins le cas en 2023. Donc, ça reste une période de combat, je dirais. Chaque vente est on a 48 ventes aux enchères par an sur le site Ideal Wine. Chaque vente est un succès, chaque vente est un énorme travail. Ce 25e anniversaire, nous l'avons déjà d'une certaine manière fêté le 9 mars dernier en organisant une vente aux enchères, non pas digitale celle-ci, mais bien réelle, qui était la vente des vins des hospices de Nuit Saint-Georges, qui s'est réalisée au Clos Vougeot et qui a été vraiment pour nous une très très belle occasion de concrétiser tout ce que nous avions voulu faire depuis 25 ans, c'est-à-dire rapprocher les amateurs des très beaux terroirs. Et quoi de plus beau que de revenir au cœur du vignoble bourguignon pour célébrer ça. Ces ventes physiques, là, c'est quelque chose que vous voulez développer ? Et est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité avec les hospices de nuit ? Les hospices, le mandat, en fait, est un mandat de 5 ans qui peut éventuellement être révoqué chaque année par les organisateurs s'ils ne sont pas satisfaits. Donc, nous y travaillons humblement et ça a été un très très beau projet que de se lancer dans l'organisation de cette vente avec donc mon associé Cyril Jauman qui est commissaire-priseur depuis 2024, qui a tenu le marteau. Donc ça a été ça a été une très belle manière de poursuivre notre métier. Mais il faut savoir aussi que nous avons été choisis parce que, en digitalisant les enchères depuis 25 ans, nous sommes allés chercher des amateurs dans le monde entier. Donc, ce double aspect reste pour nous absolument nécessaire. Il faut rendre plus accessibles ces ventes. On évoque beaucoup les enchères, puisque c'est quand même le métier originel d'Ideal Wine. Et vous êtes aussi un e-caviste important, si ce n'est le plus important aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, la proportion entre la partie enchère et la partie caviste ? Alors la partie enchère d'Ideal Wine, qui est donc, comme tu l'auras compris, la partie historique de notre activité, reste la plus importante, à la fois en volume et en valeur, puisqu'elle a représenté un peu plus de 39 millions d'euros l'an dernier sur les 53 au total de nos ventes. La partie caviste de notre e-caviste de notre activité, elle est vraiment stratégique en fait. Ideal Wine a noué un partenariat qui se veut de long terme avec environ 1000 domaines, propriétés, vignerons, de toute région, essentiellement français, mais avec un joli développement sur des domaines étrangers. Et en fait, c'est très complémentaire de l'activité enchère, cette activité de caviste, puisque elle permet aux amateurs non seulement de trouver des vins qui ne sont pas forcément ceux que l'on trouve le plus volontiers dans les ventes aux enchères. Je pense particulièrement à des cuvées de champagne, les cuvées non millésimées de champagne, c'est pas ce qui se vend, ce qui a vocation d'ailleurs à être vendu aux enchères. Des vins, on parlait de prix, des vins plus abordables, des vins plus quotidiens, je dirais, puisque la gamme e-caviste sur Ideal Wine, elle démarre à moins de 10 euros. Donc là, il y a une sélection qui permet à l'amateur de trouver à la fois des vins extrêmement rares, anciens, matures, formidables au travers des ventes aux enchères,
et de faire rentrer dans sa cave. Alors on a une sélection par exemple qui s'appelle les indispensables, c'est-à-dire des vins que l'équipe d'Ideal Wine connaît par cœur, goûte régulièrement, a dans sa cave et qu'elle est heureuse de faire partager aux autres. Et ça, c'est aussi dans un objectif d'aller échanger, d'aller convaincre des amateurs plus néophytes qui sont complètement perdus dans une gamme de vins à des niveaux de prix de moins de 15-20 euros. Vous avez une pléthore d'offres. Et là, c'est beaucoup plus difficile de choisir un vin et de savoir quel va être un bon vin par rapport à un vin. Quand un vin coûte plus de 100 euros, on peut espérer qu'il va être bon. Quand un vin coûte moins de 15 euros, on a pléthore d'offres, pléthore de styles, et il est parfois très difficile de s'y retrouver. Donc je pense que dans cette activité de caviste, on a une vraie part de recommandation, de prescription qui est exercée sur ce segment du marché, et ça aussi, ça nous passionne. Alors 25 ans, vous, de manière générale, et toi en particulier, vous avez quand même développé une expertise sur le marché du vin, sur les marchés du vin plutôt, et puis les tendances. Je vais commencer par une question très large, et après je vais essayer de dérouler le fil avec toi. En 25 ans, qu'est-ce qui a changé sur le marché du vin ? Mais c'est une question de thèse. Mais ce que je trouve passionnant sur ce marché, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 25 ans, quand on a démarré, il y avait les grands noms du vin, qui étaient des valeurs sûres, très établies. Beaucoup de Bordeaux, j'imagine, de grands crus classés. Une part écrasante de Bordeaux. Si on prend les ventes aux enchères, Bordeaux représentait peut-être, 80% de ce qui était vendu dans les catalogues. D'ailleurs, je me permets juste, quand on feuillette des catalogues aujourd'hui de maisons qui font des enchères physiques, c'est peut-être pas 80%, mais c'est quand même la sensation qu'on a, c'est que la part de Bordeaux, elle est toujours très importante chez ces maisons-là. Oui, mais chez nous aussi d'ailleurs, le Bordeaux reste en volume la première région adjugée dans les ventes aux enchères. À peu près une bouteille sur 3, 33%, c'est une bouteille de Bordeaux qui est vendue. Mais on est passé de 80 à 33 sur Ideal Wine. Donc ça reste important, mais c'est un écart énorme. Oui. Je pense que c'est le fait le plus marquant, effectivement, de ces 25 dernières années. Non pas que la place de Bordeaux ait régressé, parce qu'en fait, si on regarde en volume, alors Ideal Wine est en phase de croissance perpétuelle depuis 25 ans en termes de volume. On n'a jamais vu les volumes de Bordeaux échangés diminuer de façon drastique. Au contraire, et encore l'année dernière, ils ont continué à croître. Mais ils croissent moins vite que d'autres régions et ils laissent la place. Et ça c'est un accompagnement. Et ça, je pense que c'est le fait marquant le plus frappant de ces 25 dernières années. C'est qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'amateur ne se concentre pas sur une région ou sur les 3 régions les plus renommées que sont Bordeaux, la Bourgogne et la vallée du Rhône, mais le spectre est beaucoup plus vaste. Alors, un autre point très, très frappant, c'est que quand tu démarres dans ton intérêt pour le vin, la porte d'entrée n'est plus nécessairement majoritairement Bordeaux. Elle n'est même plus dans ces 3 régions, mais elle peut démarrer, cette porte d'entrée, elle peut être une porte vers un vignoble beaucoup plus confidentiel. Et ça, je trouve que c'est un phénomène à la fois très marquant et qui s'accélère ces dernières années. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Covid de ce point de vue-là. Vous imaginiez peut-être pas au début vendre autant de bouteilles de la Loire, du Jura et de ce genre de région. Exactement. Je pense qu'on nous aurait dit qu'un jour on allait adjuger à plus de 1 000 € une bouteille de vin de la Loire, de vin d'Auvergne, de vin du Jura. Ça nous aurait beaucoup surpris, effectivement. Et aujourd'hui, on a l'impression que
tout est possible, en fait. Hein. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. C'est seulement une question de talent du vigneron et aussi d'une certaine... ce que valorisent les amateurs, c'est bien sûr le talent, mais aussi une certaine vision, une envie de faire bouger les lignes et d'explorer de nouvelles voies qui repoussent totalement les limites, effectivement, de cette géographie du vin qui rentre dans une cave. Moi, j'ai coutume de dire que la répartition de ce que nous observons dans les ventes aux enchères, en termes de région, donne une photographie assez passionnante de ce qu'est la cave idéale, en fait. Quelle part accorder à chacune de ces régions. Et on voit qu'aujourd'hui, alors certes, les 3 régions classiques restent majoritaires, mais dans ce qui reste, c'est-à-dire dans les 28-30% qui restent, là, il y a vraiment des vignerons absolument passionnants. Et ça a été un travail dont je pense que Ideal Wine peut être fier, qui a été de mettre en lumière dans toutes les autres régions ces vignerons très talentueux qui ont parfois montré la voie à beaucoup d'autres. Est-ce que tu dirais qu'il y a un certain nombre d'acheteurs aujourd'hui qui sont plus attachés au domaine ou au vigneron ou à la vigneronne plus qu'à l'appellation ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme parfois peut-être de starification un peu de certains domaines ? Oui, c'est sûr que il y a pu y avoir, et on le constate encore, une polarisation des enchères sur certains noms. Il y a des phénomènes, en fait, que nous observons avec beaucoup d'intérêt. Et, si je prends le cas, par exemple, du Clos Rougeard dans la Loire, le Clos Rougeard, il y a une quinzaine d'années, nous l'avons vu arriver, comme je te le décrivais, dans la cave d'un amateur qui était décédé et dont les héritiers souhaitaient se séparer des vins. Il y avait tous les grands noms de Bordeaux, de Bourgogne et de la vallée du Rhône. Ça, ils étaient tous là. Et il y avait beaucoup d'autres choses, et particulièrement une collection incroyable de vins du Clos Rougeard. Donc nous avons découvert ce domaine à cette occasion. Saumur-Champigny, pratiquement pas jamais vu dans les ventes aux enchères, donc valorisé au prix auquel le domaine le vendait, c'est-à-dire très, très bas. Et en fait, on s'est aperçu très rapidement que ces vins suscitaient un réel intérêt de la part des amateurs, intérêt de la part d'amateurs français au départ, et puis européens, et puis américains. Et ensuite, le phénomène a continué à s'amplifier avec les Asiatiques qui se sont intéressés aussi à ces vins-là. Et tout ça a contribué à faire évidemment monter les prix, mais aussi, ce faisant, à accroître la notoriété du domaine. Et ce phénomène, on l'a observé sur beaucoup de signatures. Alors, donc, quand on parle de la Loire, on parle de Saumur-Champigny, donc une appellation qui jusque-là n'avait pas une réputation absolument extraordinaire. Et si je prends un exemple plus récent, on peut parler du Muscadet, avec une figure comme Jérôme Bretaudeau, dont les vins aujourd'hui font honneur à la fois, mettent en lumière l'appellation Muscadet, qui jusque-là avait plutôt une image de vin sympathique à boire autour d'un plateau d'huîtres, mais en aucun cas un vin destiné à se valoriser à des niveaux très élevés. Donc là, c'est la personnalité du vigneron, son talent et son aspect visionnaire pour aller explorer des nouvelles voies, essayer de travailler différemment, qui rejaillit sur l'appellation. Alors il y a à la fois, lui, ces vins qui se valorisent énormément, mais c'est quand même toute la région qui en bénéficie, parce que, ce faisant, les amateurs vont essayer d'aller regarder, est-ce qu'autour, il y a d'autres domaines auxquels je pourrais m'intéresser, parce qu'en fait, le terroir est formidable. Et est-ce que vous voyez d'autres domaines du Muscadet, par exemple, puisque tu prends cet exemple-là, arriver aux enchères à des valorisations auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Alors, c'est pas forcément des niveaux. C'est pas parce qu'on va trouver des records qu'on va se dire ça y est, tel domaine s'est envolé. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà ces domaines-là apparaissent et soient présents dans les ventes aux enchères
et se vendent bien. Quand on a le domaine de l'écu, Luno Papin qui valorise très bien leur cuvée, leur cuvée assez prestigieuse, je trouve que c'est un vrai succès, c'est une vraie reconnaissance du travail que ces domaines qui sont eux aussi absolument formidables réalisent au quotidien. Et je pense qu'eux-mêmes n'auraient pas forcément imaginé il y a une dizaine d'années, être présent sur un catalogue de vente aux enchères. Est-ce que tu vois d'autres régions émerger ou est-ce que, d'après toi, il y a encore des régions en France aujourd'hui qui sont sous-représentées dans les ventes, malgré une qualité de vin très élevée ? On voit des régions émerger chaque année. Alors ça fait quelques années que, je dirais, la sous-région de la Loire, qui est l'Auvergne, a fait une entrée assez fracassante dans les ventes aux enchères. On a vu le Jura, qui était jusque-là cantonné à quelques bouteilles de vin jaune par-ci par-là, émerger réellement comme une région qui compte pour les amateurs, notamment les amateurs de grands vins de Bourgogne et qui cherchent des alternatives face à l'envolée des prix qu'on peut constater dans cette région. Et puis là, plus récemment, la Savoie, avec des domaines qui sont absolument passionnants parce qu'ils exploitent des cépages autochtones à très forte personnalité. Et ça passionne les amateurs aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les amateurs qui achètent dans les ventes aux enchères, ils ont souvent beaucoup de vin déjà. En fait, ils recherchent une chose, c'est de continuer à satisfaire leur curiosité insatiable. Et donc, pour ça, il faut aller explorer de nouvelles voies, trouver de nouvelles régions, trouver de nouveaux types de vins qui vont continuer à me passionner. Donc oui, des régions... la Savoie, j'aurais pas imaginé, dans le baromètre annuel des enchères que nous publions chaque année, j'aurais pas imaginé consacrer une partie à la Savoie, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Et aujourd'hui, la Savoie a toute sa place. La Corse, oui, dans le sud-ouest aussi, on a des vignerons et des vins absolument passionnants. Donc, j'ai un peu l'impression que plus aucune région n'est à l'abri finalement de cette soif de découverte qu'ont les amateurs. Je voudrais profiter de ton expertise pour parler de 2 régions en particulier. La première, c'est une région que j'aime beaucoup, où je trouve que les vins sont d'une excellente qualité, et où malgré tout, alors certes, je pense que vous faites un volume intéressant de vente, mais pas à des prix records, et c'est l'Alsace. D'après toi, pourquoi est-ce que l'engouement autour de l'Alsace, il est modéré ? Il est seulement modéré, alors qu'on a quand même des vins d'une qualité assez exceptionnelle, je trouve. Alors pour moi, l'Alsace, c'est un des secrets encore très bien gardés du vignoble. J'ai pas le sentiment que l'engouement soit modéré. J'ai le sentiment plutôt que la cible de ceux qui s'intéressent à ces vins-là est encore très étroite. L'Alsace a souffert, et je pense souffre encore, d'une dichotomie qui est assez forte entre une production de masse assez peu qualitative et des vins absolument extraordinaires, des terroirs incroyables. À des prix relativement accessibles. À des prix qui restent totalement accessibles eu égard à la qualité des vins. Donc il y a cette image, tu entendras souvent ah non, un vin blanc d'Alsace, ça va me donner mal à la tête. Bon. Donc il y a cette image de vin peu qualitatif dont souffre l'Alsace dans son ensemble. Et en face de ça, des vignerons incroyables, des terroirs extraordinaires, en plus extraordinairement variés, puisque l'Alsace est vraiment à la frontière de non seulement physiquement, historiquement, mais en plus sur le plan géologique, c'est absolument passionnant. Et donc, on a des vignerons qui travaillent vraiment extrêmement bien. Il y a, je pense, une difficulté de lecture
des étiquettes, de complexité des noms de vins qui ne facilitent pas forcément la connaissance. C'est vraiment, ça nécessite un effort. Il faut rentrer dedans, il faut s'y intéresser, il faut se passionner. Moi, j'ai l'impression que l'Alsace est en train d'évoluer. C'est vrai qu'aux enchères, ça reste une toute petite part de ce que nous vendons. Mais il y a donc ces blancs extraordinaires, ces Riesling incroyables. Et il y a aussi, aujourd'hui, une émergence des rouges, des pinots noirs notamment, qui, à la faveur du réchauffement climatique, deviennent des vins absolument exceptionnels. Et on a des domaines qui en produisent depuis très longtemps, qui aujourd'hui sont reconnus. Le domaine Alberman, pour citer un exemple, qui vient d'obtenir sur sa cuvée phare de Pinot Noir, les Sainte-Claire, un double 100 sur 100 du Wine Advocate, notamment. Je pense que ça va contribuer à mettre en lumière ce vignoble qui est jusqu'à présent difficile d'accès pour un certain nombre de raisons. Mais quand on voit que des terroirs aujourd'hui sont classés en grand cru pour la production de Pinot Noir, il est certain que ça va contribuer, ça va renforcer le nombre d'amateurs qui vont se tourner vers cette région, encore une fois en quête de pinot noir plus accessible que ce qu'ils pouvaient acheter jusque-là en Bourgogne, et qui vont découvrir que le niveau de qualité y est tout simplement exceptionnel. L'autre région dont je voudrais qu'on parle, c'est Bordeaux. Tu l'as dit un peu plus tôt, le pourcentage de vente en volume de Bordeaux que vous faites dans les ventes aux enchères a baissé. C'est partiellement dû à une dilution, comme on l'a dit, parce que vous vendez aussi aujourd'hui maintenant des vins de la Loire, des vins du Jura, des vins de la vallée du Rhône. Est-ce que toi, tu as vu cette espèce de désamour qu'on sent aujourd'hui chez les amateurs de vin pour Bordeaux? Est-ce que tu l'as vu arriver dans les chiffres, dans les valeurs, dans les volumes de vente qui ont changé au cours des 25 dernières années? Disons que, comme je te le disais, Bordeaux a toujours donc eu une part prédominante dans les volumes qui sont vendus. Oui, ce qu'on a vu arriver, c'est pas tellement pour Bordeaux, mais pour les autres régions, et particulièrement la Bourgogne, c'est une envolée des prix moyens. Alors que dans le même temps, Bordeaux, le prix moyen des vins de Bordeaux a stagné depuis presque une dizaine d'années, je dirais. Tu as des chiffres à nous donner là-dessus, s'il te plaît, à partager? Oui, alors ce qui est assez frappant, c'est que après une envolée qui avait été constatée dans les années 2009-2010, suite à l'ouverture de Hong Kong, la suppression des taxes sur l'importation des vins à Hong Kong. Bordeaux avait connu un moment de gloire avec une véritable aspiration des vins vers cette zone qui avait entraîné des prix records. Quand ensuite tout ça s'est calmé à partir de 2011, on a eu plus d'une décennie en fait de stabilisation des prix. Pour donner un exemple, en 2019, le prix moyen des vins de Bordeaux adjugés sur Ideal Wine s'établissait à 120 €. En 2024, donc 5 ans après, on est à 123 €. Donc en fait, aujourd'hui, les prix des Bordeaux sont relativement stables. Et puis, autre phénomène que l'on observe, c'est que pour que les vins de Bordeaux se valorisent, aujourd'hui, il leur faut de l'âge. Ils sont connus, ce sont des grands vins de garde, les vins de Bordeaux. Mais ce ne sont pas les vins les plus rares de la côte. C'est évidemment les zones de production importantes, 4 à 5 fois plus importantes que celles des vins de Bourgogne. Et donc, pour en tirer une valorisation, l'amateur doit être patient. Et on voit que les prix des vins augmentent au bout de 10-15 ans au minimum. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres vignobles où, mus par la rareté des vins, les prix augmentent beaucoup plus rapidement. En plus, entre-temps,
le prix sortie domaine à Bordeaux a largement augmenté. Et donc aujourd'hui, c'est pas rare, par exemple, de voir des vins de Bordeaux sur votre site ou ailleurs qui ont 20 ans et qui sortent à peu près au même prix que les millésimes récents ou des millésimes qui ont moins de 5 ans. Et ça, pour l'amateur, c'est quand même tentant d'aller chercher des vins pour le même prix qui ont déjà 20 ans d'âge et qui sont prêts à boire. C'est tentant, c'est passionnant et c'est aussi un des moteurs du succès de nos ventes aux enchères et notamment auprès d'amateurs qui ne disposent pas de cave et de possibilité de conserver leur vin pendant des années. Hein. C'est sûr que de pouvoir acquérir une bouteille qui va être dégustée dans les semaines qui suivent, c'est un atout extraordinaire. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui a forgé, encore une fois, le succès et ce qui fait que, notamment en Asie, les amateurs sont très friands de millésimes matures parce que le climat fait que c'est compliqué de laisser vieillir les vins. Et non seulement c'est compliqué, mais c'est pas tellement dans l'état d'esprit de ces consommateurs. C'est en France, en Europe, on a une culture, aux États-Unis, une culture de la constitution de caves dans le temps long, qui est peut-être moins le cas dans d'autres pays. Bordeaux vit une crise en ce moment à tous les niveaux. Quand je dis à tous les niveaux, c'est-à-dire les vins d'entrée de gamme jusqu'aux grands crus classés. Est-ce que toi, tu as un avis sur les déterminants de cette crise ? Je pense que c'est multifactoriel. Cette crise qui n'est pas nouvelle, hein, qui a pu être par moments masquée par soit de très grands millésimes qui ont été produits et qui ont suscité un engouement fort au moment de leur sortie. Ça, soit par le développement de nouveaux marchés, j'ai parlé de l'Asie, ça a été effectivement peut-être un facteur qui a masqué tous les problèmes qui apparaissaient progressivement à Bordeaux. Et puis si on ajoute à ça une tendance à des changements dans les tendances de consommation, une baisse générale de la consommation de vin, mais aussi une quête de vin prêt à boire plus jeune, peut-être plus digeste, plus facile, plus abordable, abordable dans le sens de la buvabilité plus facile des vins, voilà, plus facile. Voilà, c'est vraiment un ensemble, je dirais que c'est un ensemble de facteurs. Pour autant, Bordeaux a d'incroyables atouts sur lesquels, chez Ideal Wine, on s'attelle à faire de la pédagogie, mais précisément, le fait de devoir faire de la pédagogie, ça peut être un problème. Parce qu'il faut retrouver aussi une certaine spontanéité, un affect aussi, et un point qui est assez frappant. Je me souviens d'avoir discuté de ce sujet avec un grand sommelier, un meilleur sommelier du monde d'ailleurs, qui à New York avait un restaurant dans lequel je suis allée il y a donc une dizaine d'années, et à sa carte il n'y avait pratiquement aucun Bordeaux. Alors certes c'était un restaurant italien, mais il y avait tout ce qu'on voulait comme vin de Bourgogne, Rhône, plein d'autres régions, mais Bordeaux était pratiquement absent de la carte. Donc je lui demande, mais que se passe-t-il ? Nous sommes à New York, dans un endroit où quand même les gens sont très amateurs, il y a une culture du vin qui est ancienne. Et il m'a fait cette réponse que j'ai trouvée assez intéressante. Il m'a dit que lui, dans son apprentissage du vin et dans sa découverte du vin, Bordeaux était un peu le Graal, les vins un peu inaccessibles, devant lesquels on se prosternait, mais finalement on ne les buvait pas, on ne les ouvrait pas. On les regardait avec beaucoup de respect, mais on ne les ouvrait pas. Donc il me dit, moi j'ai donc appris le vin en allant dans les domaines, en discutant avec les producteurs. Un très grand domaine bourguignon, le vigneron est devenu le parrain de mon fils.
Et finalement, Bordeaux est resté très inaccessible. Il faut se souvenir qu'il y a 25 ans, quand on a démarré, il n'était pas possible de mettre un doigt de pied dans une propriété pour aller la visiter et échanger avec ceux qui font le vin. C'était pas prévu comme ça. Le no-tourisme a bien changé aujourd'hui et ces domaines sont aujourd'hui plus ouverts. Mais à l'époque, tout était inaccessible. Le producteur, la propriété était inaccessible. Le vin étant vendu en plus au travers de tous ces filtres que sont la place de Bordeaux, qui fait un travail formidable de commercialisation, mais qui rajoute un filtre supplémentaire entre le producteur et le consommateur. Tout ça a un petit peu contribué à diluer le lien qu'il peut y avoir entre le consommateur et surtout le lien affectif que l'amateur souhaite aujourd'hui avoir avec celui qui a produit le vin. Il y a un défaut d'incarnation, d'après toi ? Pour certaines propriétés, oui, sans doute, sans aucun doute. Quand une propriété appartient à une mutuelle du bâtiment, c'est pas forcément très... sur le plan affectif, c'est pas facile. Après, il y a des équipes formidables qui travaillent. Et là, on a un exemple assez frappant et très réussi, qui est celui de la Champagne, où la Champagne peut appartenir à des grands groupes. Vous avez une personne qui incarne le vin, qui est le chef de cave, qui d'ailleurs est souvent mise en avant, et auquel les amateurs peuvent se référer, s'identifier, avec qui ils peuvent dialoguer, ou en tout cas ils peuvent lire, l'entendre. Et ça, c'est absolument... je pense que c'est une des raisons du succès des grandes maisons de champagne, c'est d'avoir su faire en sorte que les vins produits soient incarnés. Alors tu vises juste, puisqu'on a publié récemment, enfin en tout cas au moment où cette interview sera publiée, on aura déjà publié une autre interview avec Jean-Baptiste Lecaillon, qui incarne très bien la maison Roi d'Horreur. Absolument, je pensais d'ailleurs à lui en te disant ça, notamment, parmi d'autres, mais lui, l'écouter parler de ce qu'il a mis en place au niveau de la maison, et notamment en termes de biodynamie, mais on peut l'écouter pendant des heures et des jours, c'est absolument passionnant. Et effectivement, on a un regard après sur les cuvées qui est nécessairement différent. Alors, quand cette interview sera publiée, vous aurez déjà publié le baromètre 2025 d'Ideal Wine, que tu viens de terminer. Est-ce que tu peux partager avec nous les infos essentielles ou marquantes que tu as mises dedans, notamment sur les tendances de marché ? Oui, alors j'en ai déjà exprimé certaines. Hein. C'est notamment en termes de prix, avec un assagissement relatif des prix, hein, parce que si on prend le prix moyen à 149 €, il a simplement baissé de 2% par rapport à l'année dernière, donc c'est pas, ça en soi c'est pas très significatif. Juste excuse-moi, pour être précis, 149 €, c'est le prix moyen d'une bouteille aux enchères sur votre site, c'est ça ? Oh, absolument, voilà. Oui. Parmi les donc 261 000 et quelques bouteilles qui ont été adjugées l'année dernière sur Ideal Wine, nous remettons tout au format 75 centilitres pour permettre les comparaisons et pour établir nos différents palmarès. Et c'est donc, 149 € le prix moyen d'une bouteille adjugée, tout frais compris, c'est-à-dire ce qu'a payé l'amateur pour acheter son vin. Et donc, ce prix, il est en très léger retrait. Mais à l'appui de ça, il y a une hausse des volumes qui est assez significative, hein, de 18% l'année dernière, qui a donc exprimé le retour sur le marché d'un certain nombre de vins qui avaient été moins présents les deux années précédentes. Donc ça, c'est un phénomène que je trouve intéressant. Autre phénomène intéressant, c'est que la Bourgogne est restée stable. L'année dernière. Elle a arrêté d'augmenter, c'est ça que tu veux nous dire ? D'augmenter, exactement. Et particulièrement les icônes
de la côte, à une exception près qui sont les vins de la Romanée-Conti, qui sera toujours une exception dans tous les domaines. Les icônes de la côte de Bourgogne ont vu leur prix moyen baisser l'année dernière. Mais sinon, d'une manière générale, la Bourgogne est restée stable, 250 € la bouteille, ce qui est quand même un prix très élevé, c'est le prix moyen le plus élevé sur le marché. Donc ça, est-ce qu'on assiste, je pense clairement, oui, on assiste à une stabilisation des cours au plus haut et voire d'une légère décrue. On a coutume de dire, il y a un adage boursier qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On a peut-être atteint ce niveau, ce plafond aujourd'hui, qui ouvre la voie à plein d'autres possibilités, plein d'alternatives dans de nombreuses régions. Ça, c'est aussi un phénomène que je trouve assez intéressant, c'est que le pinot noir, j'ai évoqué l'Alsace, j'ai évoqué le Jura, on le retrouve dans un certain nombre d'autres régions, et ça aussi, ça montre que la quête des amateurs, elle ne se cantonne pas aux valeurs sûres, aux valeurs les plus renommées, mais leur curiosité va vers d'autres régions. Ça, c'est un autre phénomène assez intéressant, je trouve. Est-ce que vous voyez des régions à l'étranger qui émergent ? Il y a déjà des vins étrangers que vous vendez. Je voudrais ne pas évoquer les icônes telles que Sassicaia ou Vega Sicilia, qui sont des très gros noms, mais par exemple, puisque tu parles de Pinot Noir, l'Allemagne aussi produit une quantité importante de Pinot Noir de très bonne qualité. Est-ce que vous avez des régions allemandes qui émergent ? Est-ce que vous avez des régions italiennes, par exemple, comme la Sicile, qui émergent sur les enchères ? Oui, alors en Italie, l'Italie reste le pays étranger le plus présent, le vignoble étranger le plus présent dans les enchères. C'est lié effectivement à un certain nombre de grands noms. Alors il y a les super toscans bien sûr, mais il y a aussi, et ça c'est une émergence qui de longue date pour les grands amateurs, mais qui est plus frappante ces dernières années, qui est celle du Barolo. Et ça, c'est le Nebbiolo qui a d'une certaine manière beaucoup d'affinité avec le Pinot Noir dans sa délicatesse et dans le soyeux des vins qui sont produits dans cette région, qui ont énormément de succès. Tu évoques la Sicile, oui, ça c'est un phénomène qui reste très niche, mais qui est aussi le succès des vins produits de façon biodynamique et même nature. Il y a un certain nombre de vignerons qui travaillent dans cet esprit, qui ont beaucoup de succès dans les enchères. Il y a des terroirs aussi. Je m'intéresse aux terroirs volcaniques et je trouve que quand on a des traces de magma, les vins qui sont produits suscitent un intérêt qui est croissant. Et je pense que ça méritera qu'on s'y penche de façon plus approfondie dans les mois ou les années à venir. Il y a un point commun qui doit se retrouver en termes de ce que les amateurs recherchent dans ces vins issus de terroirs volcaniques. Donc oui, ça c'est l'Italie, très majoritaire, plus de 60% des vins étrangers adjugés sur Ideal Wine l'année dernière. Dans les autres pays qui sont plus importants, qui se sont beaucoup développés aux enchères, on a l'Espagne, et pas uniquement Vega Sicilia. On a un certain nombre de régions de production qui ont eu un très belle croissance l'année dernière sur Ideal Wine. On a le vignoble américain aussi, qui remporte beaucoup de succès aux enchères. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des vins qui sont assez rares et difficiles à trouver, et rares à l'étranger, enfin hors États-Unis, parce que ce sont souvent des petits domaines, ou relativement petits eu égard à la taille du pays, et qui sont essentiellement vendus sur le marché domestique. Donc c'est rare de les retrouver dans les ventes aux enchères, mais quand on les trouve, ils ont beaucoup de succès. Donc pareil, avec beaucoup de vins californiens qui sont plutôt de style plutôt bordelais, mais également des pinots noirs qui commencent à arriver dans les ventes aux enchères. Tu parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, on la voit plus aux enchères sur les vins blancs. Ça, c'est aussi un autre phénomène, oui, que l'on peut citer, une tendance forte que l'on peut citer sur les enchères, c'est que même si les vins rouges sont dominants dans les enchères, les blancs
progressent de façon assez significative. Ils ont gagné 2 points l'année dernière. Ils sont minoritaires. Hein. Les vins rouges représentent encore 70% de ce qui est adjugé. Mais c'est quand même 2 points. C'est quand même une évolution qui mérite d'être soulignée parce qu'elle est rapide. Si on rentre dans le détail juste des ventes de vins étrangers qui progressent, est-ce que tu sais si c'est des ventes qui progressent pour des clients français ou pour des clients étrangers? Ce que j'ai derrière la tête, c'est que moi je trouve qu'en France on est assez chauvin, qu'on a du mal à boire des vins étrangers malgré les merveilles qu'il peut y avoir. Et donc je voudrais savoir si toi tu as les données là-dessus et quelles sont-elles? Je fais partie de ces Français chauvins qui considèrent qu'avant de se passionner pour des vignobles du bout du monde, le préalable, c'est de bien connaître le nôtre, qui reste une référence sur le plan mondial et un grand motif de fierté, je trouve, pour notre pays. Et donc, je trouve que c'est notre mission que de mettre en valeur le travail des vignerons français. Pour autant, les vins issus d'autres vignobles sont absolument passionnants, et c'est vrai que les amateurs, plus ils sont pointus, plus ils sont connaisseurs, plus ils sont curieux d'ailleurs, et plus ils ont envie de s'ouvrir à ces autres vignobles. Donc il faut accompagner ça. Mais comme tu le dis, en France, il y a un grand décalage entre la question qu'on nous pose, mais à chaque fois qu'on me parle de mon métier et de ce que je fais chez Ideal Wine, on me dit alors, et vous vendez des vins étrangers? Oui, bien sûr, on en vend. Mais malgré tout, c'est pas forcément effectivement ce que les Français achètent le plus. Donc ceux qui en achètent sont les plus connaisseurs, sont les plus pointus, encore une fois les plus curieux. Sinon, le succès des vins étrangers, il accompagne ou il s'accompagne, ou je ne sais pas, c'est le sujet de la poule et de l'œuf, le fait que la clientèle d'Ideal Wine est de plus en plus internationale aussi. Hein. Sur les ventes aux enchères, il faut savoir que 70% de ce qui est vendu pratiquement part à l'étranger aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que les Français ne s'y intéressent pas, mais c'est peut-être un niveau de connaissance et d'intérêt pour le vin qui est assez élevé, et qui tient aussi du fait que c'est le prix moyen aussi qui est assez élevé sur les vins étrangers qui passent dans les ventes aux enchères. Ce sont les plus renommés d'entre eux qui sont présentés aux enchères, donc c'est aussi les plus chers. Alors il y a une remarque que moi j'entends souvent sur Ideal Wine, et j'imagine que tu l'as entendu un peu plus souvent que moi, qui est que Ideal Wine participe à l'augmentation de la spéculation sur les vins. Comment est-ce que tu réagis à cette remarque? C'est effectivement une question qui revient, qui se pose et qui nous questionne d'ailleurs aussi, parce que c'est pas évidemment notre souhait de créer, d'entretenir, d'augmenter des bulles spéculatives qui pourraient se créer sur un domaine. Certes, le fait d'ouvrir, de donner plus de transparence à un marché peut susciter, et puis de rendre plus accessible aussi des vins à des amateurs parfois éloignés qui jusque-là ne pouvaient pas du tout accéder à la production d'un domaine. Ça peut susciter des hausses de prix parfois records, ça c'est certain. Est-ce que Ideal Wine est entièrement responsable de la spéculation ou de la hausse de prix? Plutôt, je préfère parler de hausse de prix plutôt que de phénomène de spéculation. À l'évidence, non. Enfin, si ça n'était pas nous, un autre l'aurait sans doute imaginé et fait en termes de plateforme digitale. Je pense, enfin, souvent, je me pose la question au-delà de ce sujet de la bulle et quel est le bon niveau du prix du vin qui sort d'un domaine. Et je pense que s'il y a des phénomènes parfois un petit peu effectivement qui peuvent sembler exceptionnels sur l'évolution du prix de certains vins, ça tient aussi du fait que le mode de distribution du vin peut
questionne. Quand on a un domaine qui vend sur allocation une production très rare et que ce domaine fixe un prix qui est manifestement trop bas par rapport à son prix de marché tel qu'il peut apparaître ensuite sur le marché secondaire. Qu'est-ce qui va se passer ? On a un certain nombre de personnes qui sont allocataires, la liste est fermée. Les allocataires sont extrêmement heureux, évidemment, de bénéficier de tarifs très attractifs. Un certain nombre d'entre eux revend sur le parking du domaine une partie ou toute ou partie de son allocation. Après avoir pourtant juré la main sur le cœur au domaine qu'il était passionné par ses vins. Qui va contribuer le mieux à mettre en lumière le travail d'un domaine entre cette personne, cet allocataire qui aura revendu son allocation, et un site qui permet au plus grand nombre de le connaître, d'en parler, et qui au passage fait un travail de description du domaine, de reportage, de rencontres avec les vignerons et de récits de nos dégustations pour faire connaître le domaine, qui va avoir le plus participé à la mise en avant et en lumière du travail du vigneron ? Je te pose la question. Je la laisse ouverte. On laissera le soin à chacun de répondre. La fixation du prix, je trouve que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, un prix Nobel d'économie, Jean Tirole, qui l'avait un petit peu théorisé ce point-là, en disant qu'un bien qui était vendu manifestement en dessous de son niveau de prix de marché n'allait pas aboutir dans les mains de celui auquel le vendeur le destinait. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être prêts à... prenez l'exemple des biens rationnés pendant un conflit, les guerres. Donc les gens qui étaient prêts à faire la queue avec des bons, des tickets de rationnement pour obtenir un bien et pour le revendre ensuite au marché noir, en fait, c'était pas peut-être à l'acheteur au marché noir c'était pas surtout à celui qui était prêt à faire la queue que finalement le domaine voulait, ou le producteur voulait destiner ce bien. Et donc il y a des dérives de prix qui sont liées, et de marché qui sont liées au fait d'avoir fixé arbitrairement trop bas un prix des domaines, un prix d'un bien au départ du domaine. Et ça, c'est quelque chose que nous avons l'occasion de dire et dans nos échanges avec certains domaines qui sont eux-mêmes l'objet de ces envolées de prix qu'ils n'ont pas souhaité au départ. On leur dit, mais pourquoi ne bénéficiez-vous pas vous-même directement de la valorisation qu'obtiennent vos vins sur le marché secondaire des enchères ? Et certains domaines ont fait le choix de proposer à la vente des millésimes anciens ou des formats un petit peu particuliers de ces cuvées qui ont autant de succès, et de les proposer directement parce qu'ils ont le droit de le faire ponctuellement, et ils ont tiré bénéfice eux-mêmes de cette très forte valorisation. On a plusieurs domaines qui ont déjà... Quand tu dis de les proposer directement, c'est de les proposer directement à la vente chez vous, par l'intermédiaire d'Ideal Wine. Aux enchères. Aux enchères, en étant eux-mêmes les vendeurs de ces vins-là, pour bénéficier du fait que ces vins ont un succès mondial et leur permettent d'en tirer eux-mêmes le bénéfice, et non pas de toutes ces personnes à qui ils ont donné des allocations à des prix délibérément bas parce qu'ils ont voulu valoriser la fidélité, la loyauté de gens qui en réalité ne le sont pas. On a parlé de tendances de marché, il y a aussi les tendances de consommation. On constate quand même que sur les 70 dernières années, en France, la consommation de vin a drastiquement baissé. Elle est 4 à 5 fois moins importante qu'il y a 60 ans. Et aujourd'hui, alors il y a des infos un petit peu contradictoires sur la consommation des jeunes notamment. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée du profil de clients que vous avez chez Ideal Wine ? Et est-ce que les jeunes, ils se tournent vers ce mode d'achat des enchères ? Alors, le profil des amateurs qui achètent chez Ideal Wine, il est d'un âge moyen qui tourne autour de 45 ans.
ce qui peut paraître pas tout jeune, mais qui en fait au regard de ce que sont les consommateurs réguliers de vin marque un âge un petit peu en dessous, puisque les consommateurs réguliers ils ont plutôt normalement plus de 55 ans. Pour la plus grande part d'entre eux. Là, elle est d'ailleurs, cette moyenne d'âge, elle est très répartie entre les jeunes de moins de 35 ans, les 35-45, les 45-55, et puis au-delà de 55 ans, avec évidemment un pouvoir d'achat qui sera supérieur sur la tranche moyenne, autour de 45 ans. Très masculine, pour une écrasante majorité, ce sont des hommes qui achètent. Je suis ravie, mais je suis aussi triste que les femmes ne soient pas plus présentes sur ce mode d'achat. Elles sont autour de 10% d'acheteuses seulement. Que dire par rapport à ça, par rapport à ce profil Est-ce que vous oui. abaissez l'âge moyen des acheteurs, c'est-à-dire conquérir davantage de clients dans la tranche d'âge 25-35 et 35-45? Est-ce que c'est un objectif affiché aujourd'hui? Alors, Ideal Wine a toujours eu un objectif qui était assez pédagogique et qui était dans le partage de nos découvertes et de nos émerveillements, parce que en fait chez Ideal Wine nous n'estimons pas être ni master of wine, ni grands dégustateurs chevronnés, mais avant tout des passionnés de vin qui n'aimons rien tant que de partager avec le plus grand nombre, encore une fois, le fruit de nos rencontres. C'est une très belle aventure humaine, Ideal Wine. Rencontre avec les vignerons, partage avec les amateurs. Et c'est ça que nous aimons décrire sur le site, dans notre journal, dans nos articles, pour emmener avec nous les amateurs sur notre chemin de passionnés. Donc oui, il y a une dimension pédagogique dans notre démarche qui vise à faire connaître ce monde incroyable du vin aux personnes qui n'ont pas encore de grandes connaissances. Et là, tu touches un point que je trouve très important et une évolution que je trouve très forte par rapport à quand nous avons démarré il y a 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, le phénomène de transmission intergénérationnelle est moins présent qu'il n'était. Aujourd'hui, les jeunes qui démarrent dans leur apprentissage du vin démarrent plus parce que dans leur entourage amical, proche, se trouvent des amateurs de vin plus volontiers qu'une démarche qui provient du fait qu'à la table familiale, on avait des amateurs de vin, les parents, les grands-parents nous ont appris le vin, ont servi le vin à la table du dimanche autour du poulet du dimanche. Ça, c'est une forme de transmission qui tente à disparaître, enfin pas disparaître, mais en tout cas être moins importante que le fait d'aller entre amis dans un bar à vin pour découvrir cet univers. Et ça c'est une chose à laquelle nous sommes très attachés chez Ideal Wine, c'est aller dans les écoles à la rencontre des associations étudiantes de dégustation qui organisent parfois des concours et être présent auprès d'eux pour les accompagner dans ce chemin de découverte. On a évoqué les enchères, votre activité de e-caviste, on a évoqué votre activité d'enchères physiques pour les hospices de nuit. Si on regarde le futur, quelles sont les ambitions pour les 25 prochaines années et est-ce qu'il y a d'autres projets à venir que ceux qu'on a déjà évoqués? C'est vaste comme question. En fait, ce qui est important pour nous, c'est de rester toujours à la fois au plus proche de ce que les amateurs recherchent. Et ça, c'est un point passionnant tu as évoqué l'édition de ce baromètre, qui est de scruter les tendances et les comportements des amateurs les plus pointus qui sont présents sur notre site et voir vers quoi, en fait, ils se tournent et vers quoi... quel type de vin ils se passionnent, parce qu'en fait ça préfigure ce que sera le marché du vin de demain, ce qu'ils font eux aujourd'hui dans les ventes aux enchères, donc c'est absolument passionnant. Donc ça c'est
un point absolument déterminant, collé à ses attentes et à ses goûts qui évoluent pour le vin. Donc ça impacte tout, parce que ça impacte nos choix, notamment en matière de e-caviste, des sélections de vins que nous sommes susceptibles de proposer à nos clients. Et puis un autre point qui est déterminant, c'est celui de continuer à toucher et à convaincre et à fidéliser des amateurs qui aujourd'hui sont plus uniquement français ou européens, mais qui se trouvent dans le monde entier. Ça, c'est un atout formidable. On évoquait le fait que les gens boivent moins, mais les gens boivent du vin un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a quand même 180 pays qui boivent du vin dans le monde. Donc ça, c'est un immense défi pour Ideal Wine que d'aller de rendre possible pour ces amateurs-là le fait d'accéder aux vins qui sont proposés sur notre site. Et à la clé de tout ça, il y a aussi une recherche d'être toujours dans l'innovation, en fait, d'être toujours de proposer un site qui reste très accessible, très fluide, très complet pour l'amateur, avec tout ce que la technologie peut aujourd'hui apporter. On a évoqué la blockchain qui nous permet de renforcer l'authentification et la garantie offerte par notre expertise. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'IA qui se pose, et ça, c'est aussi un des points sur lesquels on est en pleine... on a déjà des réalisations. Aujourd'hui, on a une sommelière connectée qui propose d'accompagner les amateurs dans leurs choix et dans les accords mets et vins. Il y a beaucoup d'autres applications de l'IA qui sont en train d'être travaillées pour encore une fois apporter... c'est surtout pas pour dématérialiser cette relation à l'amateur, mais c'est plus pour apporter un service de très haute qualité, de très haut niveau aux amateurs. Tu peux nous dévoiler quelques pistes sur lesquelles vous êtes en train de travailler avec l'IA ? Typiquement, c'est pas un motif de fierté, mais sur le baromètre, c'est un travail absolument colossal qui est réalisé par beaucoup de personnes de l'équipe d'Ideal Wine pour extraire toutes ces données d'enchères, constituer les palmarès, et derrière le travail que je fais moi pour identifier les domaines qui sont en train d'émerger et qui vont peut-être devenir les étoiles de demain. C'est un travail que je fais sur cette partie-là, cette ultime partie du baromètre, que je fais intégralement manuellement, si je puis dire, en retraitant des milliers de données sur mes fichiers, sans recours à l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'évidence un sujet sur lequel je vais travailler, qui est prioritaire pour moi, de m'aider sur ce point-là pour extraire plus facilement et peut-être de façon encore plus efficiente. Il y a peut-être des domaines qui m'ont échappé cette année et qui en réalité méritaient d'être mis en lumière, et j'entame en fait un travail là-dessus qui n'est pas encore, qui sera plus visible dans la prochaine édition du baromètre l'année prochaine, puisque encore une fois tout a été réalisé par cerveau humain cette année. Et puis plein d'autres applications. J'ai évoqué cette immense base d'images dont nous disposons au travers de l'expertise. Ça aussi, à l'évidence, l'IA à l'avenir pourra nous aider à être encore plus rapide et efficient dans notre identification et dans notre expertise, grâce, parce qu'avant tout, l'IA c'est très bien, mais ce qui est important, c'est d'avoir des belles bases de données sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir travailler. Et chez Ideal Wine, on a toute la matière pour justement travailler sur ces sujets. Alors, il est l'heure de notre dernière question traditionnelle. Est-ce que tu es heureuse chez Ideal Wine aujourd'hui ? Depuis 25 ans, je pense que si je n'étais pas heureuse chez Ideal Wine, je n'aurais jamais pu tenir ce rythme très intense, puisque c'est comme je le disais,
une obligation pour nous de rester très à l'affût des dernières tendances du marché pour pouvoir y coller et ne pas se retrouver dépassé par d'autres acteurs qui seraient, je ne sais pas, plus agiles, plus innovants que nous. Donc ça, c'est extrêmement, extraordinairement stimulant. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me rend le plus heureuse chez Ideal Wine, c'est du ressort de l'humain, en fait. C'est déjà la fierté d'avoir constitué avec Cyril et Lionel une équipe autour de nous de passionnés, de personnes. Voilà, il y a près de 70 personnes aujourd'hui qui travaillent pour Ideal Wine en France et puis également dans nos bureaux de Hong Kong, de Singapour et prochainement des États-Unis. D'avoir fédéré cette équipe autour de ce projet, c'est une grande fierté puisque c'est parti d'un bout de papier et aujourd'hui c'est une équipe qui vit et qui vibre sa passion pour le vin chez Ideal Wine et également des rencontres assez exceptionnelles avec des personnalités, des figures du vin. Et ça, je sais que je suis jamais au bout de toutes ces possibilités de découverte et d'émerveillement. Donc ça, c'est vraiment un point qui m'habite et qui me rend extrêmement heureuse, quand bien même je passe beaucoup d'heures devant mon écran au fond de la soute à œuvrer pour faire connaître Ideal Wine. Dès que j'ai des occasions d'aller dans le vignoble, de rencontrer des vignerons et des figures du vin, c'est toujours plein de surprises et c'est un émerveillement permanent. Merci Angélique. Angélique, merci beaucoup pour cette franche discussion et ce regard sur les coulisses d'Ideal Wine, en espérant que cet échange fut éclairant pour tous nos auditeurs et auditrices. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'Ivresse. Réalisation Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!